la parole pour nous parler donc des conditions d'un partenariat efficace. On attend ce que vous allez nous en dire. Bonjour, donc moi je suis Élise Martin, je suis assistante sociale au CHS de Sevray et dans le cadre de cette situation, j'intervenais sur donc, le service qui s'appelle Relais Rétis dont on va vous parler à travers cette situation. Donc Monsieur B est une personne qui était connue déjà des services donc, du CMP et qui avait une mesure de tutelle exercée par l'UDAF depuis déjà quelques années. Et puis donc il vivait seul dans une maison qui appartenait à l'époque à ses parents, dont il avait hérité, et qui était en très mauvais état, et son état s'est vraiment dégradé. Donc cette situation a été un petit peu alertée, enfin cette situation a été dénoncée par les différents intervenants qui avaient du mal à le rencontrer, puisque son état s'était vraiment dégradé avec un sentiment de persécution, un repli, un mutisme, et donc on n'avait plus accès en fait à monsieur. Donc il a été hospitalisé, et puis là les relations ont commencé entre le CHS et la mandataire, puisqu'elle était présente pour subvenir bien sûr aux besoins premiers durant l'hospitalisation de crise. Donc suite à cette hospitalisation en service d'admission, qui traite vraiment la crise, monsieur a pu donc ensuite être pris en charge sur un service de suite, où là a pu être abordé un projet, il a pu définir un projet avec notamment tout un travail autour de la vente de cette maison de famille, qui était quand même importante pour lui malgré des conditions très difficiles. Et puis la recherche d'un nouveau logement dans la commune de son choix qui était vraiment très précise, puisqu'en fait il y avait un membre de sa famille qui vivait dans cette commune, et pour lui c'était important, ils avaient peu de contacts, mais pour lui c'était très important de pouvoir avoir ce repère, une ville qu'il connaissait, au moins une ville où il connaissait une personne, même s'il avait peu de liens, c'était important pour lui. Et donc on a pu prendre le temps de faire ces recherches, parce que l'hospitalisation durait, monsieur avait besoin de soins quand même conséquents, et encore besoin d'hospitalisation. Du coup on a pu prendre le temps de faire des recherches qui étaient quand même compliquées, en lien avec la mandataire et le service social de l'hôpital. Ensuite donc s'est développée la collaboration entre monsieur, l'unité de soins où il était hospitalisé, et Relais Rétis qui est venu donc se greffer pour une prise en charge au plus long terme avec en projet donc sa sortie de l'hôpital. Donc pour les conditions du partenariat efficace, on a pu donc tracer plusieurs points, avec notamment l'importance d'identifier les compétences, quelles qu'elles soient, et qu'elles soient surtout bien identifiées par la personne. Et dans le cas de cette situation, on s'est vite rendu compte que monsieur avait pu repérer le rôle de chacun et savait nous interpeller vraiment de façon adaptée. Donc ça a simplifié aussi notre travail de collaboration. Il était important donc de soutenir activement le projet, chacun dans nos compétences différentes, qu'elles soient soignantes ou sociales, et surtout dans le respect de la temporalité de la personne. On a pu prendre le temps et s'adapter aussi à l'avancée de son état et de son projet. Il était important également de communiquer, d'échanger, donc tant par évidemment les moyens, le mail, le téléphone qui sont indispensables, mais aussi des rencontres, donc souvent auprès de monsieur. Ça pouvait être à domicile pour certains accompagnements en commun, et puis aussi des synthèses entre soignants et puis le service mandataire. Donc bonjour à tous, je vais continuer. J'ai déjà me présenter. Donc Lydie Moreau, je suis infirmière à Relais Rétis. Donc ce qui était important dans le travail qu'on a pu faire avec cette personne, comme avec les autres d'ailleurs, c'est identifier les compétences. Déjà je vais vous présenter l'unité de soins Relais Rétis. Donc on a pour mission la réhabilitation psychosociale, avec pour objectif de permettre à la personne de retrouver l'estime de soi, une certaine autonomie, et surtout reprendre le contrôle de sa vie, être acteur de sa vie. Et tout ça passe par un accompagnement au plus proche de sa réalité environnementale,
de ses difficultés, mais aussi de ses ressources et capacités. Et puis aussi, on propose aux personnes de participer à des groupes thérapeutiques en fonction de leurs besoins. Ça peut passer par l'éducation thérapeutique, la remédiation cognitive ou bien l'entraînement aux habiletés sociales. Au niveau de l'équipe, on est une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a un médecin référent de l'unité, il y a une cadre de santé, une psychologue, une neuropsychologue qui est rattachée à l'unité, une assistante sociale, et puis chaque personne que nous suivons a un infirmier coordonnateur de soins, ou référent, selon le terme que vous voulez employer. Alors, par rapport à cette personne, l'important c'est surtout de soutenir le projet, parce qu'en fait on part de... Il faut toujours... Enfin, l'important c'est quand même que la personne adhère au projet, parce que c'est elle qui est au centre du soin. C'est elle qu'on accompagne et on ne peut pas faire un accompagnement si la personne ne le souhaite pas. Il faut vraiment qu'elle soit partie prenante. Et là, dans l'exemple de la personne dont on parle, ça a vraiment bien fonctionné parce que c'était quelqu'un de très impliqué. Donc au départ, il y a eu l'hospitalisation complète, puis des permissions à domicile. Donc nous, on a déjà pris contact avec cette personne lors de l'hospitalisation complète. Ça nous a permis déjà de cibler un petit peu ses compétences, ses difficultés, et de pouvoir proposer des actions de soins en conséquence. Et puis, l'accompagnement s'est fait lors des permissions à domicile. Et on a bien entendu travaillé au rythme de la personne. Et on a continué l'accompagnement lors de la sortie, qui s'est fait sur plusieurs mois. Donc, lors des permissions, on a accompagné monsieur dans la réappropriation de son quotidien. Des choses toutes simples auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, l'utilisation d'une carte bancaire. Un accompagnement en course, après avoir travaillé une liste de courses qui soit équilibrée. Et aussi apprendre à la personne, accompagner la personne dans l'apprentissage de « j'ai une certaine somme d'argent, je ne peux pas dépenser plus ». Donc, apprendre à compter quand on fait les courses pour évaluer le budget. Donc, effectivement, veiller à l'équilibre budgétaire. C'était aussi un accompagnement pour la recherche d'un médecin traitant. Un accompagnement pour au moins la première visite et d'autres après chez ce médecin traitant, parce qu'il ne savait pas où était situé le médecin traitant. C'était un accompagnement pour repérer les commerces de proximité. Voilà. C'était aussi des visites régulières à domicile, hein, où quand on s'y rendait pour différents accompagnements ou pour des entretiens, c'était aussi des conseils par rapport au ménage, par rapport à l'entretien du logement, par rapport à l'utilisation de la machine à laver. Pour être sûr que la personne prenne bien le traitement, qu'il y ait bien une adhésion, en fait, il a été mis en place des infirmiers libéraux. Donc, c'était aussi un accompagnement pour la recherche de ces infirmiers libéraux, une rencontre avec eux, une présentation. De même pour l'aide ménagère, où on s'est assuré d'être présent pour pouvoir faire que cette rencontre puisse avoir lieu. Et puis, chemin faisant, la personne a retrouvé de plus en plus d'autonomie. Donc après, c'était des présentations, par exemple au GEM, ou au Jardin du Cœur, où la personne se rend toujours. Martine Navot, je suis conseillère technique sociale à l'UDAF. Je n'ai pas géré directement, mais j'ai soutenu la mandataire sur ce dossier. Donc, on voulait repartir sur l'identification des compétences parce que ça semblait vraiment essentiel dans la réussite de ce projet-là, parce que monsieur avait une mesure de tutelle depuis un petit moment déjà, et il avait vraiment identifié bien le rôle de chaque intervenant. Et donc pour nous, c'était représenter monsieur dans ses intérêts patrimoniaux, c'est ce qui est marqué sur l'ordonnance, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne. Mais monsieur avait bien compris qu'au-delà de gérer ses biens, ses ressources, qui est essentiel et qui avait besoin d'être identifié, on l'accompagnait également dans ses projets, dans les démarches. On était là aussi pour mobiliser ses ressources, pour mobiliser son environnement.
Donc, dans les contacts, il avait affaire à une mandataire judiciaire, mais au-delà de la mandataire judiciaire, il y a toute une équipe, il y a une secrétaire qui sont là pour la seconder. Et voilà. Alors, soutenir le projet pour la mandataire judiciaire, ça voulait dire accomplir des démarches qui aillent dans le sens de ce que souhaitait monsieur. Et c'était essentiellement lui permettre d'accéder à un lieu de vie adapté. Donc, la mandataire a fait un certain nombre de démarches pour déposer des demandes de logement, pour ensuite faire tout ce qui est nécessaire à l'entrée dans le logement, l'état des lieux, les signatures, le bail, prendre les assurances, les ouvertures de compteurs, les dossiers d'aide au logement, faire des démarches pour l'achat de mobilier, pour entretenir la maison. Voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est que monsieur a participé à toutes les étapes, a participé activement et a participé de sa propre initiative. Il a sollicité les infirmières pour se joindre. Il n'était pas obligé de venir à l'état des lieux, mais il est venu, il s'est intéressé à chaque étape, il s'est intéressé à ce qui se passait pour lui. Donc je pense que c'est un bon élément de réussite. L'autre élément, c'est que la communication a super bien fonctionné entre l'unité de soins, l'infirmière, l'assistante sociale et la mandataire. Donc c'est vrai que des initiatives comme choisir un nouveau logement, le choix du logement a été fait en partenariat avec les deux, puisque l'UDEF avait déposé la demande de logement, mais la visite s'est faite avec l'unité de soins Relais Rectis qui accompagnait vraiment le monsieur sur le terrain. Et ce qu'on a pu apprécier également, c'est que les permissions, le rythme de monsieur a été vraiment respecté. Les permissions, toutes ces visites ont été faites pendant des permissions. Et on voit bien que toutes ces choses-là qui peuvent être source d'inquiétude et d'angoisse pour la personne, voilà, il a un petit peu échappé à tout ça parce qu'il rentrait à l'hôpital le soir et il se retrouvait dans un milieu sécurisant. Ce qui fait que quand ce monsieur est sorti, tout était prêt, tout était mis en place. On a veillé également, nous, parallèlement à la question du logement, on a veillé à répondre à ses besoins du quotidien, à envoyer tous les bons d'achat pour aller acheter des vêtements, pour acheter le tabac dont il pouvait avoir besoin. On s'est occupé de ses cartes d'identité, d'invalidité, bref, on a préparé un maximum de choses pour que tout soit fait pour sa sortie et qu'il n'ait plus d'inquiétude. Juste pour conclure, on voulait parler, pour conclure sur les bénéfices d'une telle collaboration, pour se terminer sur cette situation, c'est qu'à ce jour, donc cette personne qui s'est impliquée vraiment depuis le début dans son projet, en identifiant bien les différents intervenants et leurs spécificités, il a pu retrouver une certaine autonomie et un contrôle sur sa vie. L'accompagnement par l'unité de soins Relais Rectis va prendre fin prochainement et avec un relais au niveau du CMP. Merci beaucoup pour cette présentation de collaboration fructueuse et impliquant l'intéressé. Alors on a eu donc des présentations de trois groupes d'acteurs, à chaque fois sur 3 hommes. Et cette fois-ci, ça va être un peu différent puisque c'est pas des collaborations, mais c'est un travail peut-être plus d'amont sur la nouée des conventions sur les situations difficiles pour sans doute préparer après des collaborations meilleures entre psychiatrie et mandataire judiciaire. Bonsoir mesdames, messieurs. Laurent Richardet, responsable d'antenne à l'UDEF de Montbéliard et chef de service MJPM. Donc je vais reprendre les grandes lignes de la convention passée avec l'association hospitalière Bourgogne-Franche-Comté et l'UDEF du Doubs. Donc en préambule, cette convention est l'aboutissement de plusieurs années de travail conjoint et du travail collaboré en concertation, enfin, du travail mené dans le cadre des plateformes psychiatrie et santé mentale, entamé depuis plusieurs années avec M. Greneau à l'époque. Donc la collaboration était, le contexte, la collaboration était existante, mais non formalisée et par là même parfois subjective. Les équipes se connaissaient sans véritable reconnaissance du fait d'un turnover de part et d'autre et d'une possible subjectivité dans les relations, faute de cadre et d'expériences malheureuses, notamment en termes de communication. Je crois que ça a été bien relaté
tout au long de la journée et jouer également. Les dysfonctionnements dans la communication interservice. Ce sont des exemples, je pense que vous allez vous y retrouver. Une certaine rigidité de la part de certains mandataires qui empêchent la compréhension de la globalité de la situation de la personne protégée par l'équipe soignante. Une déperdition d'informations entre l'intra-hospitalier et l'extra-hospitalier. Des hospitalisations et des sorties d'hospitalisation non signalées aux mandataires, avec pour conséquence des usagers pénalisés, des situations d'incompréhension qui peuvent au final mener à de la violence. L'évolution du public suivi et des épisodes de violence. Alors, nous constatons que nous sommes désignés, tuteurs et curateurs, d'usagers de plus en plus jeunes et qui présentent une pathologie psychiatrique associée à une ou plusieurs addictions, drogue, alcool, médicaments, et qui refusent le soin et adoptent un comportement inadapté, voire violent. C'est aussi en partant de ce constat-là qu'on a dû faire évoluer nos pratiques et prendre certaines mesures, tant à l'interne qu'à l'externe. Alors justement, pour les actions menées, les réponses internes ont été d'organiser un COPIL, de sécuriser les sites, de mettre en place une procédure interne et de mettre l'accent sur les formations. Concernant le COPIL, il était consacré, et il l'est toujours d'ailleurs, puisqu'il est toujours actif, au traitement des situations de violence dans lesquelles interviennent des représentants des services et des sites. La sécurisation des sites menée sur les conseils des représentants de la police et de la gendarmerie. Alors, à titre d'exemple, la mise en œuvre de réception pour accueillir les usagers, le cloisonnement des espaces, un raccourci clavier pour alerter. Ce sont des exemples. Une procédure interne dédiée qui a été rédigée en concertation avec le COPIL, graduation de la réponse aux faits de violence, avec la volonté de ne pas banaliser et surtout de protéger les salariés et les usagers alors présents sur nos sites. Et les formations organisées. Alors ça a été évoqué ce matin, connaissance ou sensibilisation sur les psychopathologies, comportements à adopter, gestion des situations conflictuelles, entre autres. Mais les réponses imaginées à l'interne ne sont efficaces qu'avec l'appui de partenaires externes, d'où les rencontres organisées en préfecture, avec les représentants des forces de l'ordre, des juges et des partenaires. En premier lieu, les services de psychiatrie, avec lesquels nous collaborons au quotidien. Donc, les objectifs de la Convention, en premier lieu, anticiper les ruptures dans l'accompagnement en organisant au mieux l'accès aux soins. Autrement dit, coordonner nos interventions pour améliorer les prises en charge. Faciliter la vie quotidienne des patients hospitalisés et bénéficiant d'une mesure juridique. Et renforcer la concertation autour du parcours de vie et du projet de sortie d'hospitalisation en articulant les interventions de chacune des parties. Plus simplement, renforcer nos complémentarités à travers la concertation et le partage d'informations. Concernant le public cible et les modalités d'inclusion, alors cette convention a pour spécificité d'être resserrée, c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux majeurs placés sous mesure de protection juridique ou d'accompagnement, bénéficiant de soins dispensés par le centre hospitalier spécialisé et présentant un risque de violence et ou un risque de rupture dans l'accompagnement du fait du cumul des difficultés inhérentes aux pathologies psychiatriques. Nous avons voulu concentrer nos efforts sur les situations complexes afin de faciliter la communication interservices et par là même réussir à sécuriser les parcours souvent chaotiques de ces personnes. C'est d'ailleurs la spécificité de cette convention. Alors, je n'ignore pas que les conventions, et c'est très bien comme ça, sont organisées entre les services de psychiatrie et les services tutélaires. Et j'en avais entendu parler pour ma part à l'UMAF, lors d'une formation menée par l'UMAFOR. Et c'est vrai que lorsqu'on est allé à la rencontre du directeur de la HBFC,
J'ai évoqué avec lui ces conventions qui existaient, et nous nous sommes mis d'accord finalement pour focaliser nos efforts sur une frange de la population qui nous mettait en difficulté, qui les mettait en difficulté, et des situations qui sont connues par tous les partenaires du champ médico-social bien souvent, sur lesquelles on n'a que très peu de leviers. Et nous avons finalement, à l'échelle de l'antenne de Montbéliard, resserré notre convention sur un public cible d'une dizaine de personnes, pas plus. En proportion, je précise que l'UDAF de Montbéliard suit environ 500 dossiers. Et finalement, on a resserré le champ de cette convention à une dizaine de personnes. Afin de se donner plus de chances de réussir la démarche. Cette convention, cette liste plus précisément, est actualisée de façon collégiale et concertée. Donc, les mandataires s'adressent au chef de service, lequel chef de service fait remonter l'information à la direction de la HBFC. Et l'inclusion est décidée de façon collégiale et concertée par le médecin-chef, par le chef de service, par le cadre infirmier, par différentes personnes, mais encore une fois, l'inclusion se fait de façon collégiale et concertée. Et on actualise cette liste. Les modalités de collaboration. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais il s'agit avant tout d'information tout au long de l'hospitalisation. Dès le début de l'hospitalisation, les équipes du CHS préviennent l'UDAF de l'hospitalisation et des conditions d'hospitalisation. De la même façon, les mandataires conviennent des modalités pratiques pour provisionner de l'argent ou faire apporter les effets personnels à l'usager hospitalisé. Information en cours d'hospitalisation, à travers des contacts téléphoniques, des rencontres au besoin, afin de maintenir le lien et préparer au mieux la sortie. Et également, en sortie d'hospitalisation, dans les meilleurs délais, de la même façon, des synthèses peuvent être organisées avant la sortie, en fonction des circonstances. On en revient à des échanges d'informations strictement nécessaires et dans l'intérêt des personnes protégées. On insiste également sur les visites conjointes entre les infirmiers du CMP et les mandataires de l'UDAF. Les visites conjointes sont tout à fait possibles et plébiscitées et seront en fonction des situations. Elles ne sont pas automatiques, mais dans certains cas, elles se justifient pleinement. Et je pense important d'avoir en tête que c'est l'occasion pour les professionnels d'apprendre les uns des autres et de se connaître et reconnaître dans leur mission. En cas de rupture du suivi ambulatoire, les équipes du CHS peuvent être également sollicitées par l'UDAF afin de réaliser une visite conjointe avec dans l'idée d'éviter une rupture complète des soins et une réhospitalisation. Enfin, de manière générale, les équipes soignantes sont disponibles pour conseiller et soutenir les mandataires dans la prise en charge des personnes protégées. Et réciproquement, les mandataires se tiennent à disposition pour informer et former les équipes soignantes sur les régimes de protection juridique. Ça peut se faire en direct par le mandataire, comme ça peut se faire par le dispositif d'information et de soutien aux tuteurs familiaux. Les formations et les stages croisés sont également mentionnés dans notre convention. On en a échangé, les formations et les stages croisés. Alors, on peut parler d'un épisode de Vie ma vie, on peut parler d'immersion, 1, 2 ou 3 jours. On a envoyé des mandataires en immersion dans les CMP, dans les hôpitaux spécialisés, et de la même façon, on a reçu des assistantes sociales et des infirmiers des CMP. Et on généralise maintenant auprès des partenaires du champ médico-social. L'évaluation de la convention. Alors, la convention est somme toute récente puisqu'elle a été signée le 7 décembre 2017 pour une mise en application au 1er janvier 2018. Donc effectivement, peu de temps se sont écoulés. Cela dit, j'ai quand même envie de vous parler du dossier de M. L, qui a été hospitalisé sous contrainte ensuite d'une synthèse organisée au sein de la HBFC. Donc c'est déjà une réussite.
collective pour la sécurité de cet usager. Et je vous indique que cette convention fonctionne bien, puisque 2 synthèses ont déjà eu lieu en amont de la sortie. Et il se dessine aujourd'hui un projet de relogement en résidence accueil. Et nous avons la volonté de conventionner avec les autres CHS de notre département, fort de cette convention signée avec la HBFC. Alors, pour conclure, je dirais qu'il est fondamental de faire vivre la convention à travers le bilan d'évaluation annuel prévu, alors qu'il s'agisse de partir des réussites comme des dysfonctionnements qui ne manqueront pas d'intervenir malheureusement. Et de la même façon, il est primordial de communiquer entre services et de faire se rencontrer les professionnels. Après, encore une fois, et pour être complet, je pense qu'il est également important d'avoir en tête des inquiétudes, et j'imagine que je ne suis pas le seul à les avoir en tête. Le nombre des médecins psychiatres en baisse, donc ça peut aussi compromettre leur présence lors des synthèses organisées, et leur absence serait pénalisante, et pour l'usager et pour tout le staff soignant. Le turnover très important des lits d'hospitalisation contrainte, qui permettent de traiter la phase aiguë uniquement. Et si je suis seul aujourd'hui à vous présenter cette convention, c'est ensuite du départ de notre référent à la HBFC, M. Grenaud, avec qui on a collaboré de façon très étroite pour mettre en place cette convention, qui était positionnée sur la PASSPSY, la permanence d'accès aux soins psychiatriques, et qui était coordonnateur des plateformes psychiatriques et santé mentale. Donc je sais qu'un recrutement est en cours, mais on sera effectivement vigilant quant au recrutement et à la connaissance mutuelle des uns et des autres. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup.